Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve donc dans un nouvel épisode de podcast, vous en avez l'habitude, comme tous les lundis. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas enregistré un épisode parce que souvent j'ai plein d'idées d'un coup, puis donc en fait ça vous fait plein d'épisodes pour les lundis, puis il y a une pause parce que je fais plein d'autres choses à côté, et là je reprends enfin le micro, donc je suis vraiment très contente. Et aujourd'hui je vous parlais d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur parce que je sais que beaucoup d'entre vous en fait en souffrent, s'interrogent, se demandent s'ils sont légitimes, se demandent s'ils n'ont pas un problème, s'ils ne sont pas trop fragiles, trop vulnérables, et surtout lorsqu'on parle d'hypersensibilité. Beaucoup d'entre vous pensent que l'hypersensibilité, c'est justement une fragilité. Alors j'espère que si ce n'est pas la première fois que vous écoutez un de mes épisodes de podcast ou que vous suivez mon travail depuis longtemps, vous avez compris enfin que ce n'était pas ça, que l'hypersensibilité n'est pas une problématique de santé mentale. La santé mentale, en fait, ça concerne tout le monde, qu'on soit atypique, donc notamment hypersensible ou pas, et que ça n'a rien à voir avec les atypies ou avec l'hypersensibilité. Il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui vont bien, qui ne sont pas voilà, vulnérables. Et puis ça veut dire quoi être vulnérable? Est-ce qu'on n'est pas tous vulnérables à un moment donné dans notre vie? Est-ce qu'on ne ressent pas tous à un moment donné dans notre vie un grand sentiment de fragilité, où on se dit que là, quelqu'un pourrait nous casser, nous briser, et à d'autres périodes, et même peut-être même dans la même journée, je répète beaucoup même, mais on se sent plus fort, plus solide, où rien ne peut nous atteindre. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont tomber plus facilement? Comment ça se fait que certaines personnes vont rester à terre plus longtemps et d'autres vont se relever? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes, une fois relevées, elles peuvent continuer, repasser à l'action, repartir au combat d'une certaine manière assez longtemps et d'autres auront besoin d'une grande phase de récupération? Alors, toutes ces thématiques, elles sont complexes et j'ai pas du tout la prétention de vous dire que je vais vous répondre à tout ça dans cet épisode de podcast. Mais j'avais envie de vous apporter peut-être quelques notions et réflexions supplémentaires pour peut-être adoucir un auto-jugement, de l'autoflagellation que j'entends souvent chez les atypiques. La thématique, c'est la résilience. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce terme, alors c'est un terme en psychologie. Et puis, il y a Boris Cyrulnik, qui est la figure majeure finalement dans l'étude de la résilience d'un point de vue international. Vraiment, je vous encourage à lire ces livres si la thématique voilà, vous parle et dont vous sentez que vous avez besoin de creuser ce sujet-là. C'est un processus psychologique, la résilience, qui est complexe. C'est pas juste la simple résistance face à un traumatisme, c'est vraiment garder un équilibre après un choc. Et donc, ça a été étudié par de nombreux auteurs, par de nombreux psychologues, neuropsychologues, neuropsychiatres, enfin voilà. Ça fait des années qu'on s'interroge à savoir quelle est la différence entre une personne qui, suite à un événement mais terrible, mais traumatique, horrible, va pouvoir en fait rebondir, refaire sa vie, continuer, et une autre personne qui ça va l'anéantir et elle va être mal, il y aura peut-être même une tentative de suicide ou même un suicide. Et ça serait trop facile de dire: «Ah il y a une personne, elle est forte, elle est courageuse» et l'autre, elle était trop faible. Bah non, absolument pas. Et heureusement, aujourd'hui, on a assez d'études sur la résilience pour comprendre que ça ne dépend pas de ça. Alors inné, acquis, là reste encore un grand mystère. Par contre par contre, on a des bases assez solides pour dire que ça dépend aussi de l'environnement. Alors Boris Cyrulnik parle de l'environnement notamment précoce, c'est-à-dire la sécurité affective précoce, l'attachement précoce, les premières relations avec les figures d'attachement, ça peut être parental, mais soignant ou éducateur, lorsque les enfants n'ont pas eu de parents. Ça, c'est une base émotionnelle solide. Parce que oui, la résilience, elle va être entachée par l'estime de soi. Si l'estime est assez solide, ou si l'estime est un peu bancale, inévitablement, ça fait partie de la vie, les moments difficiles, les moments où vous allez tomber, les moments où vous allez vous dire: «Non mais à quoi ça sert en fait? Je n'en peux plus. Là, je suis au bout du bout. S'il se passe autre chose, je m'effondre». Je pense que rares sont les personnes qui n'ont jamais connu des moments aussi difficiles dans leur vie. Mais c'est possible. En tout cas, je parle aux autres. Dans cet épisode de podcast, je parle à toutes ces personnes qui, à un moment donné, ont douté. Se sont dit: «Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que je peux encore tenir une journée de plus?» Et quand on vit ça, et qu'on vit profondément ancré, il nous faut de l'espoir. Et l'espoir, il naît avec quand même l'estime de soi. L'estime de soi, c'est finalement aussi se dire: si je tombe, je sais que je peux me relever. Il y a des personnes qui ne pensent même pas en être capables. Il y a des gens qui ne pensent pas en être capables et finalement, ils y arrivent. Pourquoi? L'environnement. Si vous êtes entouré de personnes qui croient plus que vous, elles vont vous porter
assez longtemps et assez fort pour que vous-même, vous puissiez y croire, que vous-même, l'espoir naît en vous que, hey, c'est possible. En fait, ça ouvre juste la porte de l'espoir. On a juste besoin que la porte du possible soit ouverte. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre cette porte, mais on en a besoin. Qu'un possible est possible. Qu'un possible existe, en fait, tout simplement. Juste un peu d'espoir. Et c'est tellement plus facile lorsqu'on a l'environnement adéquat ou qu'on a eu cet environnement. Donc, il y a l'environnement passé et il y a l'environnement présent. Alors, je dis ça parce que je trouve que c'est très important de se dire que c'est pas parce que vous avez eu des figures d'attachement traumatiques, difficiles, où vous n'êtes pas senti aimé et respecté pour qui vous étiez, où l'amour était conditionné, ou bien il y avait une absence d'amour, ou pire, il y avait une forme de violence. Et puis parfois, il y a de l'amour et de la violence. Bref, ces situations qui sont compliquées et qui, inévitablement, mettent en mal l'estime de soi, mettent en mal le truc de se dire « Hey, j'en vaux le coup, en fait. Je peux le faire. Je sens que je dois le faire. » Il y a des gens qui n'ont plus ça. Eh bien, malgré ça, si aujourd'hui vous trouvez juste un petit peu de force, un petit peu d'étincelle pour mieux vous entourer, ce qui n'est pas évident quand justement on n'a pas eu des bases comme ça, parce qu'on aura tendance, encore une fois, à aller vers des personnes qui ne nous font pas du bien, tout simplement parce qu'on reproduit un schéma qui nous est connu. Et qu'il est très difficile de sortir de ce schéma, en fait, de se dire et si je faisais autre chose, et si je tentais autre chose, et si j'allais vers des gens où je ne sais pas comment me comporter parce que je ne comprends pas comment ça fonctionne, avec des gens qui nous aiment, avec des gens qui nous respectent, avec des gens qui ont envie, en fait, d'avoir une relation saine avec nous. Quand on n'a jamais eu ça comme socle, c'est très difficile. Je sais que cet épisode, il ne va pas être compris, ou en tout cas pas totalement par les personnes qui n'ont pas connu ça. Mais encore une fois, je m'adresse aux autres qui ont besoin d'entendre ce message et qui se disent: «Je ne sais pas comment faire». Je tombe toujours sur les mêmes personnes. J'ai toujours la sensation, en fait, de tomber sur des gens qui abusent de moi, d'une manière ou d'une autre. Je tombe toujours sur des gens où j'ai l'impression que c'est hyper toxique et je me demande et j'en suis à me demander si c'est pas moi le problème. Alors, fun fact, sachez que ce n'est pas forcément vous le problème, mais je dis pas que ça ne l'est pas. C'est juste que le dénominateur commun de votre vie, c'est vous. Donc inévitablement, tout est relié à vous. Voilà, mais ça ne veut pas dire que vous êtes un problème. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. Et puis, quand on a manqué d'amour, quand on a manqué effectivement d'estime, que nos relations primaires, vraiment, parce que ces relations où normalement le lien d'attachement doit se faire de manière simple, saine, n'a pas pu se faire, on a du mal après à faire quelque chose sans exemple. C'est hyper compliqué. On va juste reproduire ce que l'on connaît en essayant de l'améliorer. Et souvent, ça ne suffit pas. C'est pour ça que ça va être hyper important, parfois, de sortir de sa bulle, d'aller voir des environnements qui nous sont différents. Déjà, ça permet, je pense, une plus grande tolérance de la différence, mais aussi parce qu'on se dit, ok, c'est différent ailleurs. Ça veut dire que mon monde à moi n'est pas le monde. Vous savez, on parle souvent de ces croyances qu'on a sur le monde. Toutes les croyances que vous avez, vous, sur le monde, que moi j'ai sur le monde, sont fausses. Elles sont forcément biaisées par notre passé, par justement les relations que l'on a eues ou qu'on n'a pas eues, par nos souffrances, par nos traumas. Et le fait de rencontrer des gens qui ont une vision du monde à l'opposé de la nôtre, ça nous violente en vrai. On se dit mais c'est pas possible. Et ça, je l'entends souvent par des personnes qui ont tellement souffert qu'ils ne supportent pas les gens optimistes. Pour eux, les gens optimistes, c'est des gens naïfs. En disant mais ça va, descends de ton nuage, t'es pas dans le monde de bisounours. Et ça aussi, c'est qu'une manière de voir le monde. On peut se cacher soit dans l'ombre, soit dans la lumière. Accepter qu'il y ait une part des deux et qu'on peut vivre avec les deux, c'est très compliqué en général. Et puis, on a besoin de conviction. Parce que ce qui nous permet d'avoir une résilience, c'est aussi la conviction, comme je disais, l'espoir que c'est possible. C'est le possible, c'est cette conviction-là qui nous permet d'avancer. Donc, parfois, eh bien, faire preuve de résilience, c'est s'enfermer dans certains schémas de pensée pour survivre. Mais qu'en est-il lorsque ces schémas de pensée qui vous ont permis de survivre vous empêchent aujourd'hui d'avancer? C'est-à-dire que vous y avez cru. Et je vous donne quelques croyances comme ça, qu'on retrouve souvent. Trop bon, trop con. Ça, c'est voilà, en disant ouais, mais si je donne tout, si je suis trop généreux, à un moment donné, ça va plus fonctionner. Pourquoi? Parce que la personne a certainement eu des expériences où elle a donné, 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 elle s'est beaucoup investie et où en fait, on l'a brisée, où son cœur a été totalement meurtri et du coup, elle se dit: maintenant que je donne pas comme ça va mieux». Oui, mais ça t'empêche peut-être aussi de recevoir beaucoup de la part de gens où ça fonctionnerait.
Et donc ça t'empêche peut-être de totalement te laisser aller, de totalement te sentir aimé, accepté pour qui tu es. Parce que quand tu en as fait plus jeune d'expérience, à un moment où tu étais peut-être plus vulnérable, parce que justement tu n'avais pas l'expérience de la vie, tu n'as pas su mettre en place des choses et c'est normal parce que l'expérience génère aussi des mises en action différentes. Au lieu de tirer parti de ça, eh bien tu t'es fermé. Et c'est là où je vais incorporer un nouveau concept, c'est l'antifragilité. C'est-à-dire, c'est pas juste se relever, c'est pas juste je suis tombée, j'ai su me relever. L'antifragilité, c'est un concept hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment de se dire qu'il y a une forme de résistance et d'apprentissage. En fait, le concept de l'antifragilité, ça a été développé par l'écrivain et philosophe Nassim Nicolas Taleb, et il y a son ouvrage Antifragile. Et ça désigne la qualité d'un système au départ, donc c'est un terme un peu technique, mais où un objet se renforce lorsqu'il est exposé à un stress, enfin à quelque chose à un coup. Donc pour un individu, c'est vraiment être exposé à un stress, à une perturbation, à un déséquilibre, à de l'incertitude, tout ça. Et donc ça implique de résister au choc, donc au trauma, de retourner à un état stable après la perturbation, mais aussi ça désigne la capacité à prospérer et à se renforcer en fait sous les conditions de ce choc, de ce chaos, de ce traumatisme, de ce stress. Donc, le système d'antifragilité, c'est pas seulement être résistant aux perturbations, mais d'en tirer un bénéfice. Chaque perturbation, chaque stress vous rend plus robuste, plus adaptable et donc plus performant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous allez vous améliorer dans l'adaptation. Et ça fait toute la différence. Ça donne pas justement ces croyances de c'est bon, trop bon, trop con. Mais on peut en trouver d'autres, hein, croyances, bien sûr, hein, parce qu'il y en a vraiment plein, plein d'autres. C'est l'histoire qu'on se raconte pour éviter de souffrir, pour éviter de retomber dans le piège de la vie. Sauf que là, c'est bien, vous êtes résilient, mais vous n'êtes pas antifragile. La résilience vous permet de rebondir et d'avancer. Et il faut. En fait, elle vous met cette grosse carapace parce qu'il faut encaisser les coups. Alors que l'antifragilité, il n'y a pas besoin de carapace. Parce que vous savez que les coups, ils vont pas vous faire mal. Mais plus encore et plus loin encore, c'est que quand bien même ça me fait mal, je sais que je vais y survivre. Je sais que ça m'empêchera pas d'avancer. Ça, c'est de l'antifragilité. Et ça demande en soi une confiance dans son estime et dans son rebond très très fort et très prégnant. Alors vous allez me dire, ouais, enfin c'est facile dit comme ça, sauf que comment on atteint cet état-là? Il faut travailler bien sûr sur son estime de soi. Et j'en reviens aux études par Boris Cyrulnik qui parlaient effectivement d'environnement, se dire que c'est hyper important. Et il y a d'ailleurs les études qui ont été faites dans les années 70 d'Amy Werner, qui ont démontré que les enfants qui ont traversé des conditions de vie très difficiles pouvaient vraiment survivre à ces épreuves qui sont mais terribles, je veux dire le pire de tous les films d'horreur que vous imaginez, voilà, mais à condition d'être entourés de personnes qui les soutiennent et d'avoir accès aussi à des ressources qui leur permettent de se développer en fait, d'avoir un sentiment de contrôle sur sa vie. Ça, je trouve que c'est intéressant, le sentiment de contrôle. Alors, là, on voit un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a le sentiment de contrôle et j'aime bien l'associer au fameux lâcher-prise, parce que c'est un peu ça. Moi, je donne une phrase, je ne sais pas si ça pourra vous aider, mais c'est que le lâcher-prise, on peut le voir de deux manières. Soit on se dit, je suis sur la montagne, je m'accroche un peu en escalade, et en fait, si je lâche la prise, c'est terrible, je tombe. Donc en fait, la tenir dans ma main, c'est un sentiment de contrôle. Ça me soulage, je suis bien agrippée, je ne risque rien, et je maintiens ça. Soit on peut aussi voir le lâcher-prise en disant, en fait, j'ai les doigts dans la prise électrique. Lâcher la prise, c'est j'enlève les doigts de la prise. Donc il faut vous demander, en fait, si aujourd'hui vos croyances sur le monde, si vos convictions, si ce que vous avez mis en place comme armure pour la résilience qui est importante, c'est de quelle prise on parle, en fait. Est-ce qu'elle vous bloque pour aller de l'avant? Et donc vous êtes toujours sur cette falaise en train de vous accrocher, de vous agripper parce que vous n'avez qu'une crainte, c'est finalement de tomber, mais du coup vous vous rendez pas compte que une autre vie est possible et que cette autre vie est très très loin de cette falaise où vous vous mettez en danger? Ou est-ce qu'en fait vous êtes en train de vous dire mais je me rends compte que j'ai les doigts dans la prise et que si je lâche ces croyances-là, qui m'ont certainement aidé à un moment donné parce que j'en avais besoin, il se passera rien et même je me sentirai mieux. Je lâche enfin la prise, quoi. J'ai plus besoin de m'électrocuter. Et je crois que cette image, elle est suffisamment forte pour démontrer qu'il y a des gens qui se font beaucoup de mal, qui s'autoflagellent, qui se jugent. Et là, je prends un autre exemple.
les gens qui sont extrêmement perfectionnistes, très exigeants envers eux-mêmes. Et je le comprends, hein, parce que je suis quelqu'un de très exigeante. Alors, ce qui est toujours cocasse, c'est qu'on ne s'en rend pas trop compte soi-même. En général, c'est notre entourage qui nous dit mais ça va, sois plus cool avec toi, des choses comme ça. Donc, ne vous dites pas « Ah, ça ne me concerne pas ». Non, demandez-vous si on vous fait souvent la remarque. Si on vous fait souvent la remarque et que vous êtes en plus dans le déni en disant « Mais non, alors pas du tout, hein, vraiment absolument pas », c'est qu'il y a déjà une première étape d'acceptation. La deuxième, c'est se dire qu'en fait, certainement, vous avez développé ce perfectionnisme, cette exigence, l'idéalisme, ces 3 pôles différents, mais que je retrouve beaucoup chez les personnes atypiques. C'est certainement parce que vous aviez besoin de développer ça pour la résilience. Parce que pour vous sortir d'une certaine situation qui a été difficile, vous avez développé en fait ces pans-là de votre personnalité et c'est génial. Vraiment bravo en fait. Félicitez-vous parce que certainement que c'est le seul moyen à ce moment-là que vous avez trouvé et donc il n'est pas mauvais en soi en fait. On ne remet pas en question ce que vous avez mis en place parce que ce que vous avez mis en place avant, ça a fonctionné. Bravo, vous êtes là. Vous êtes sorti de cette situation. Vraiment. Donc, on n'est pas en train de dire ce que vous avez fait est mal, ça n'allait pas. Non, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que maintenant, c'est encore utile? Et si ça l'est encore, est-ce que ça l'est utile tout le temps, dans toutes les situations et avec autant d'intensité? Est-ce que vous ne pourriez pas essayer de mettre moins d'intensité, de relâcher la pression dans certaines situations ou avec certaines personnes? Est-ce que vous avez encore besoin de votre armure encore et encore et encore? Et là, on peut aussi se dire, avec tout ce que j'ai vécu, parce que j'imagine que les personnes qui écoutent mes épisodes, vous n'avez pas 10 ans, donc vous avez quand même quelques expériences de la vie. Est-ce que ça vous a pas montré que vous aviez cette capacité de rebond? Est-ce que ça vous a pas en fait donné cet espoir et cette confiance que vous savez que c'est possible pour vous de franchir certaines étapes, d'aller au-delà de certains traumas? Je dis pas que c'est facile, hein, ça ne le sera jamais. La vie n'est pas là pour être facile. La vie est une expérimentation. À vous de choisir ce que vous souhaitez expérimenter. Parfois, on ne choisit pas, mais on peut choisir la manière dont on va l'expérimenter. Et puis parfois, même si on a envie de choisir comment on expérimente, on n'y arrive toujours pas. Ça prend du temps, en fait. Ça demande justement beaucoup d'amour pour soi, de se dire j'ai encore le temps d'expérimenter certaines choses. Et quand je dis expérimenter, ça peut être la colère, ça peut être la souffrance. C'est pour ça qu'on dit que certaines personnes ont besoin de tomber très bas aussi pour rebondir, parce qu'elles ont encore besoin d'expérimenter ça. Alors le mieux, c'est d'être encore une fois bien accompagné pour éviter justement de sombrer. Mais demandez-vous justement et allez chercher la puissance et la confiance dans vos expériences. Donc au lieu de voir ça comme tout ce qui vous a fragilisé, demandez-vous si justement vous ne pouvez pas développer votre antifragilité avec toutes vos expériences, et même les plus douloureuses, ou celles dont vous avez honte. Le sentiment de honte, il est assez nocif. C'est un peu comme de l'acide, un poison en fait qu'on se donne à soi-même et qui nous empêche en fait de voir les réalités. C'est-à-dire que ça ne nous permet pas, le sentiment de honte, d'avoir une honnêteté envers soi. Il y a une part de nous qui a honte. Et ça, c'est douloureux parce que si cette part de nous, elle a honte, on ne peut pas travailler sur ça. On ne veut pas s'avouer les choses. Notre ego, il veut nous protéger de la honte. C'est pour ça que socialement, par exemple, si je vous dis allez danser dans le métro, il y en a très peu qui osent. Ou, je ne sais pas, aller demander un câlin à un inconnu, il y en a très peu qui osent. Enfin, il y a plein de choses comme ça parce que il est social. En fait, la honte, elle est sociale. Mais du coup, elle est aussi très intériorisée. Il y a même des gens qui ont honte, par exemple, de danser seuls chez eux. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit danser seul chez eux. Il y en a qui n'aiment pas danser. Mais il y en a qui ont honte même, je ne sais pas, de se balader nus chez eux alors que personne ne peut les voir, juste parce qu'ils ont honte de ça, alors que personne ne sait rien. C'est-à-dire, ils n'arrivent absolument jamais à relâcher la pression de ce regard externe qu'ils ont totalement intériorisé. Et là, se pose la question de la résilience. On l'a compris, la résilience est aussi liée du coup à l'environnement. Si vous avez intériorisé un environnement très jugeant en vous constamment, ça va être beaucoup plus difficile en fait d'être résilient. Alors il n'y a pas 36 000 solutions, bien sûr. Je pense qu'il y a souvent un travail thérapeutique en profondeur qu'il faut faire avec des fois des professionnels de la santé mentale pour aller chercher
Et c'est vrai que ça, comme on dit, quand on descend à la cave, il faut quand même un professionnel qui soit en capacité aussi de distinguer aussi ce qui peut être traumatique pour ne pas le réveiller, pour pas que ça vous fasse du mal. Le but, c'est pas que ça soit douloureux, enfin en tout cas trop de souffrance. Par contre, il faut travailler ça. Et puis parfois, c'est tout simplement, comme je vous disais, aller explorer d'autres environnements, aller explorer euh, d'autres réalités du monde, avec des personnes qui, vous savez, ce genre de personnes où vous les sentez sympathiques, vous sentez que vous avez quand même des valeurs, voilà, en lien bien sûr, hein, vous n'allez pas vous mettre dans des, je sais pas moi, dans des partis politiques ou dans des convictions qui sont très très loin des vôtres. Mais vous savez, ces gens qui viennent juste vous titiller, quoi, vous dire je sais pas, cette personne elle me titille, je sens bien qu'elle est gentille, qu'elle me veut pas de mal, mais elle m'agace, elle m'horripile. Mais ça c'est génial. C'est génial, parce qu'en fait, c'est juste que cette personne, elle vous amène une vision différente de votre monde et elle vient vous chambouler par rapport à ça. Et si vous en avez la possibilité, parce que des fois, c'est OK, on peut aussi se lâcher la grappe, allez fréquenter plus cette personne. Non pas pour vous faire du mal, et non pas aussi pour lui faire du mal, parce que ça, je le vois trop souvent. Il y a des gens qui, parce qu'on les fait trop réagir, ils essayent en fait à tout prix de nous descendre sur un piédestal qu'ils nous ont mis. Je vous donne un exemple, mais moi qui donne beaucoup de formations, je me rends compte en qualité de formatrice que les gens me mettent sur un certain piédestal, sur lequel je ne me mets absolument pas. Si vous m'avez déjà eu en qualité de formatrice, je pense que vous voyez très bien que c'est pas du tout mon style. Mais voilà, comme je suis la formatrice, voilà. Mais ça peut être pareil dans tous les métiers et tout. Et je vois bien qu'ils me mettent sur un piédestal et en fait, ils essayent de me déstabiliser ou ils essayent d'interpréter mes émotions, mes tics de langage pour me faire baisser de ce piédestal sur lequel eux-mêmes m'ont mis en fait, hein. Bon, donc si vous êtes dans cette attitude de rivalité ou je ne sais quoi, face à cette personne qui vous le bouleverse, ça ne sert à rien, voilà. Mais si vous arrivez à vous dire: «Cette personne, en fait, elle vient chambouler ma vision du monde, mais je vais m'en inspirer». En fait, je vais me dire: «OK, qu'est-ce que je peux retirer de ça?» Le but, c'est pas du tout d'être comme elle ou justement de penser après totalement différemment. Non, non, pas du tout, mais c'est de vous inspirer, de dire: «OK, elle me montre en fait qu'un autre possible est possible. Elle m'ouvre la voie de quelque chose que j'avais pas encore appréhendé et je sens bien que ça me bouleverse, que ça vient en fait, ben, c'est comme s'il y avait un petit, on va dire, tremblement de terre. Il faut que le séisme soit pas trop fort. Mais s'il est juste assez perceptible pour que ça vous embête, mais que ça vous mette pas en mal, foncez. Alors, c'est pas forcément parfois des personnes dans notre quotidien en direct. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans un livre aussi. Le nombre de personnes qui s'ouvrent à des convictions différentes des leurs en lisant des romans. C'est juste ça. Ça peut être à travers les films. D'ailleurs, les gens évoluent beaucoup avec certains films. C'est d'ailleurs souvent quel est ton livre ou film préféré, ce sont souvent des films ou des livres qui ont bouleversé une vision du monde en fait. Nourrissez-vous de ça. En plus, je sais que je parle à beaucoup d'atypiques, que je parle souvent aux gens voilà, qui sont curieux par nature. Donc, j'ai vraiment envie de terminer là-dessus en disant travaillez votre antifragilité et rappelez-vous que l'antifragilité, c'est l'adaptation finalement à tout ce qui nous est arrivé. Et c'est vraiment comment vous allez pouvoir avoir cette capacité à croître et à vous renforcer grâce au choc et presque à les remercier. Une grande, grande étape. Voilà. Bon, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me faire des retours. Je suis beaucoup plus disponible sur Instagram dans les MP. J'avoue que j'ai du mal à regarder sinon tous mes messages de tous les réseaux sociaux. Donc, privilégiez Instagram, bien sûr, si jamais vous avez un retour à me faire. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, que vous auriez aimé vous dire « Ah, mais c'était presque pas assez !» J'essaie de faire quand même des podcasts assez courts, donc voilà, d'être synthétique. Mais voilà, posez-moi la question. Des fois, je me note d'ailleurs. C'est très souvent, je me note toutes les questions ou les retours que vous me faites et ça me donne des idées pour les prochains podcasts. Donc, ce podcast, il est fait pour vous. Hein. Il n'est pas fait que pour moi. D'ailleurs, moi, je n'écoute pas mes épisodes. Hein. Donc, mon but, c'est de vous proposer voilà, du contenu de qualité qui puisse vous accompagner dans une meilleure connaissance de vous-même et de vos atypies. Voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas à le partager aussi auprès de vos amis, de vos proches, sur les réseaux. Ça me fait toujours plaisir. C'est toujours chouette que les petites graines s'envolent ici et là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne nuit, je ne sais pas. Et je vous dis à la semaine prochaine.